Voilà. Voilà. Alors la cognition, peut-être on vous en a déjà parlé. J'ai trouvé cette définition pour quelque chose qui est complexe, qui était pas mal. La cognition regroupe les divers processus mentaux allant de l'analyse perceptive de l'environnement à la commande motrice, en passant par la mémorisation, le raisonnement, les émotions, le langage. Je trouve que ça résume bien ce dont il s'agit et ça annonce un petit peu en filigrane les principaux troubles de la maladie d'Alzheimer. Il y a quand même 3 petits points parce que ce n'est pas exhaustif, mais déjà ça permet de bien se situer. Bon, ça c'est pour planter le décor, ce n'est pas de la pharmacologie, c'est de la neurologie. Est-ce que je peux passer à la diapositive suivante? Non. Bon. C'est bon? Oh, que vous êtes long. Et grincheux. C'est la période d'hypoglycémie préprandiale. Votre camarade a dit c'est bon. Ouais. Alors, on fait un petit peu anglais, hein. Hier, voilà. Alors, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous avez ici l'apprentissage en mémoire visuelle qui va déboucher sur l'affluence verbale et l'expression motrice en passant par la mémoire et les fonctions d'exécution. Bon, il y a un schéma en plus, quoi. Il est joli, je trouve. Alors, les bases physiopathologiques, si on peut dire, c'est cette espèce de découpage des troubles de la cognition avec ce qui est à en retenir, bon, c'est qu'il y a un découpage entre les démences d'Alzheimer, celles qui sont secondaires à des phénomènes vasculaires et celles qui sont mixtes. Quand on se porte, ce qui va centrer notre intérêt aujourd'hui sur les démences d'Alzheimer et que l'on cherche à aller dans les mécanismes physiopathologiques, vous allez voir qu'il y a des petits éléments à se mettre sous la dent, mais que très clairement, on n'a pas épuisé le sujet en termes d'investigation et de connaissances. Une façon pudique de dire qu'on ne sait qu'une partie des choses. Ce sur quoi on va se centrer, c'est évidemment ce sur ce qu'on connaît, parce que la physiopathologie que je vous présente en préalable de la pharmacologie, c'est pour vous situer le décor, pour essayer d'identifier quelles vont être les cibles pour les médicaments. Il est clair que pour les choses qu'on n'a pas identifiées, on ne peut pas viser une cible qu'on n'a pas identifiée. Donc ce que l'on a identifié principalement, et ce pourquoi on a des médicaments, c'est une atteinte précoce des voies cholinergiques. Donc dans l'état actuel des connaissances, médicaments des troubles de la cognition, c'est des médicaments qui touchent à la sphère cholinergique essentiellement. Et il s'agit, et vous allez comprendre pourquoi, d'anticholinesterasiques qui ont une action centrale, puisque c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui se classe parmi les démences. Donc, cette neurodégénération a une prédominance corticale. Elle touche en premier les fonctions cognitives et notamment les troubles mnésiques. Les classiques de dire que c'est d'abord une perte de mémoire pour des événements récents. La mémoire ancienne est protégée. Alors, il est clair que ces troubles mnésiques vont se répercuter de manière importante sur le comportement et l'adaptation sociale, plus qu'on peut l'imaginer, parce que ce n'est pas
la perte de mémoire pour les événements récents, c'est du style j'ai posé tel vêtement ou tel objet à tel endroit, et puis je franchis la porte et je ne sais plus du tout si j'ai touché ou ce que j'en ai fait. Donc vous voyez un peu le bazar que ça peut mettre dans la vie des personnes concernées. Alors, c'est une maladie qui est très invalidante. Elle est quand même relativement fréquente. Ça touche quand même 500 à 800 000 personnes en France, dont 20% sont âgés de plus de 80 ans. 5% de plus de 65 ans. Donc il y a à peu près une bonne centaine de milliers de nouveaux cas par an. Et au stade ultime, vous voyez ce chiffre, 70% des lits de long séjour sont occupés par des patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Donc ça a des conséquences économiques et sociales importantes. Donc c'est pour ça que c'est un vrai problème de santé publique. Et les charges économiques et sociales, ce n'est pas uniquement au moment où en fin de maladie, où ils sont grabataires et ils occupent des lits de long séjour. C'est dans la vie de tous les jours où ces personnes ont besoin d'être assistées, il faut des aides ménagères, des aides, toutes sortes d'aides. Donc c'est très lourd au plan social. Alors, la physiopathologie. Bon. Là, si vous voulez, n'attendez pas à avoir la clé des questions, la réponse à vos interrogations. 3 éléments principalement. En gros, c'est l'atrophie corticale. Hein. La matière cérébrale diminue de volume. Bon. Et puis quand vous allez du macroscopique au microscopique, les 2 éléments qui caractérisent au plan. Les 2 éléments qui caractérisent au plan histopathologique cette maladie, c'est des plaques séniles. Ce sont des dépôts de bêta-amyloïdes. On va y revenir. Et une dégénérescence neurofibrillaire en rapport avec une hyperphosphorylation de la protéine Tau. On va aborder ça, je vous l'identifie, c'est ni le sujet, ni ma spécialité, pas du tout mon domaine d'excellence, mais simplement pour vous situer avant d'entrer proprement parler dans le médicament. Alors, les plaques séniles, vous retrouvez les 2 éléments principaux que je viens de vous dire, au plan microscopique, enfin histologique plutôt. Les plaques séniles, c'est de l'accumulation sphérique de protéines bêta-amyloïdes. La protéine bêta-amyloïde, c'est un polypeptide court qui provient de la dégradation d'une protéine plus grosse, qui est l'APP, amyloïde précurseur protéine, qui est présente en fait dans de très nombreux neurones et dont on ignore quelle est la fonction. Vous voyez, on commence pas très bien. Et il semblerait que la production de la protéine bêta-amyloïde qui se regroupe en accumulation sphérique dans le cerveau soit en rapport avec un clivage protéolytique anormal de cette APP. Donc, bon, peut être que descriptif. Le 2e élément, c'est les neurofibrilles. Ce sont des paires de filaments hélicoïdaux. On va voir d'où ça vient après. Et ces lésions, c'est essentiellement dans les hippocampes, parce que ça c'est quelque chose qui n'a pas été dit encore. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a une atrophie hippocampique particulièrement importante et les lésions se trouvent aussi principalement au niveau du cortex, et c'est à l'origine de l'atrophie corticale. L'hippocampe, c'est un endroit qui joue un rôle central pour la mémoire. Donc vous n'êtes pas étonné que je vous ai dit que parmi les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, c'était les troubles de la mémoire.
Alors, vous n'arrivez sûrement pas à lire, vous aurez les documents, vous y arriverez. Je ne vais pas aller très loin, parce que, ce n'est pas le sujet, simplement pour vous situer, mais surtout parce que ça n'explique pas grand-chose en termes de physiopathologie quant à la cible qu'on va... Bon, en plus, la dia n'est pas de très bonne qualité, donc vous pourrez, quand vous l'aurez enregistré, sur l'ordinateur en plein écran, vous arriverez à le lire. Bon, là en gros, ce qu'on vous explique, c'est qu'il y a une entrée anormale excessive de calcium, que ça va déclencher une MAP kinase qui va hyperphosphoryler la protéine Tau, TAU, comme la lettre grecque, c'est la lettre grecque, et que du coup, comme elle va être trop phosphorylée, elle va se disposer, elle joue un rôle dans la configuration de la fibre neuronale, elle va se disposer en filaments hélicoïdaux. Et c'est pas normal, pardon. Et ça va vriller le neurone. Là, vous avez la disposition normale d'un neurone avec les microtubules. Vous avez ici un tubule qui est agrandi avec à sa surface les protéines Tau comme des petites violettes. Et puis là, vous avez le neurone malade. Alors vous voyez, c'est tout cafouignon là, ça part en morceaux. Et puis vous avez là un paquet de plaques amyloïdes. Bon, descriptif. Alors, en parallèle, vous avez ici les anomalies. Vous voyez, ici, vous partez d'un cerveau normal, sensible. Vous voyez que l'atrophie augmente en périphérie et partout, et que parallèlement à ça, les espaces ventriculaires vont se dilater. Vous voyez ? Et là, à un stade plus avancé, ça se dilate. En fait, la place occupée par le liquide des ventricules n'est pas en rapport avec une hydrocéphalie, c'est parce qu'il y a une perte de substance cérébrale et que ça fait plus de place. Donc c'est un signe d'atrophie du cerveau et non de dilatation des cavités ventriculaires. Alors, vous avez la même chose là, cerveau normal, cerveau d'Alzheimer, avec un accent mis sur les zones, la mémoire, l'hippocampe et temporal pour le langage. Vous avez ici en histologie les fameuses plaques amyloïdes. Vous avez ces machins bruns là. Et puis, bon, il faut le croire sur parole, les neurofibrilles qui sont ces petits traits. Donc, plaques séniles, dégénérescence neurofibrillaire, en rapport avec l'hyperphosphorylation de la protéine Tau, et puis il y a une perte neuronale et un appauvrissement en conséquence synaptique. Ça veut dire quoi ça ? Alors, c'est bizarre, hein ? Ouais, c'est ça. Là, vous avez finalement, on se rapproche un peu plus, que là on était très anatomique, histologique, on se rapproche un peu plus de la physiologie, de la physiopathologie, donc de ce qui nous intéresse, la pharmacologie. Donc le déficit, c'est qu'il y a un déficit important de choline-acétyltransférase dans le cortex et dans l'hippocampe. La choline-acétyltransférase, c'est une transférase qui va aller mettre un radical acétyl sur la choline. Et évidemment, l'acétylcholine, c'est le neuromédiateur du système parasympathique muscarinique. Alors, dans le cerveau,
les stimuli cholinergiques viennent essentiellement des noyaux médians, notamment des noyaux de la base au niveau du cerveau antérieur. Bon, alors, les systèmes cholinergiques, et c'est là où on fait le pont entre les anomalies cliniques que je vous ai décrites et la physiopathologie, sont importantes pour l'apprentissage, la mémoire, la cognition en général. Donc ça nous amène progressivement des troubles de la cognition au système cholinergique et à la pharmacologie de ce système cholinergique. Là, vous avez reproduit avec une diapositive qui n'est pas top, hein, au plan piqué. Hein, si vous aimez les bons pouvoirs de définition, ce n'est pas top. Mais on va quand même s'en sortir parce que là, vous avez une synapse cholinergique, vous avez la terminaison nerveuse, donc c'est le présynaptique, post-synaptique. En post-synaptique, vous avez un récepteur muscarinique. Et puis vous avez ici, sur ce bourgeon terminal neuronal présynaptique, la synthèse de l'acétylcholine. Alors vous avez une capture ici. Vous avez une capture de la choline, une capture de l'acétylcoenzyme, la mitochondrie qui fournit l'énergie, l'enzyme choline acétyltransférase, et l'acétylcholine va être synthétisée, et puis il va y avoir une sortie de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Alors cette acétylcholine, elle va être, et c'est là que c'est important par rapport à ce qu'on va dire après, elle est cassée par l'acétylcholinestérase. Et puis, ça va libérer de l'acétyl et libérer de la choline qui va être recapturée. Et c'est le cycle de la choline dans cette synthèse de l'acétylcholine au niveau de la terminaison nerveuse cholinergique. Donc, là où les médicaments, puisqu'il y a un déficit d'acétylcholine, puisque c'est ce dont on a besoin pour la cognition, ce que l'on va faire au plan thérapeutique, c'est inhiber l'acétylcholinestérase pour éviter qu'elle ne dégrade l'acétylcholine qui est produite dans la synapse, pour que les concentrations soient plus élevées que ce qu'elles ne sont au plan pathologique. Alors, donc, inhibiteur des cholinestérases. Je vous l'ai dit, il y a une atteinte précoce et intense du système cholinergique. Donc, les médicaments qui vont servir à inhiber cette cholinestérase sont essentiellement les deux premiers, la tacrine et le donépézil. Les autres, plutôt moins. Et leur mécanisme, c'est de faire augmenter la concentration d'acétylcholine au niveau du cerveau, donc dans les synapses. C'est la seule c'est la seule action thérapeutique pour laquelle on a pu dire qu'il pouvait y avoir un certain progrès dans la maladie d'Alzheimer jusqu'à présent. Mais il est tout relatif parce que vous allez voir, c'est pas très spectaculaire. Alors, ce groupe de molécules est hétérogène et leurs propriétés pharmacologiques, on va y revenir sur la diapositive suivante, diffèrent selon le mode d'action, selon que l'inhibition est sélective ou pas, selon que la liaison avec l'enzyme inhibée est forte ou pas. Donc ça va commander les propriétés pharmacologiques et permettre d'essayer d'individualiser le traitement. Plus explicite, vous avez trois catégories. La première catégorie,
ce sont les anticholinéstérasiques qui entraînent une inhibition réversible, rapide, qui est dépendante de la concentration. Donc vous voyez, c'est une inhibition qui est régie par une loi d'action de masse. Si dans le milieu, la concentration du substrat baisse, l'inhibition non seulement diminue, puis finit par disparaître. Alors, à l'intérieur de cette catégorie, il y a un inhibiteur sélectif, c'est le donépésil, que je vous ai déjà cité. Il était en deuxième sur la liste. Et non sélectif, c'est la tacrine. Et comme je viens de vous le dire, il faut qu'il y ait, pour que l'inhibition soit présente, il faut qu'il y ait de l'inhibiteur. Ce qui n'est pas sans conséquence au plan thérapeutique, parce que si le médicament est éliminé et que la prise suivante ne vient pas assez tôt, il n'y a plus d'inhibition. Alors, la deuxième catégorie, c'est les inhibiteurs dont la réversibilité est plus lente, parce qu'ils forment un complexe avec l'enzyme, un complexe stable, et c'est le cas de la liaison avec la rivastigmine. Alors, cette enzyme, sous sa forme carbamylée, est hydrolysée lentement, ce qui fait que l'effet persiste plus longuement, environ 10 heures. Et ça, alors même que la concentration d'inhibiteurs a baissé. Et puis, la troisième catégorie, il y a une liaison irréversible, covalente, avec l'enzyme. Et ça, vous avez déjà vu ça pour d'autres médicaments, par exemple pour l'aspirine. Et la seule façon de voir l'effet disparaître, c'est la synthèse de nouvelles molécules d'enzymes. Et là, des anticholinergiques de ce type ne sont pas utilisés comme des médicaments, sont plutôt des toxiques. Alors, les spécialités. La tacrine, dont je vous ai parlé, c'est le Cognex. Le donésépil, c'est l'Aricept. Et puis la rivastigmine a 2 noms. Mais enfin bon, c'est comme votre... Alors évidemment, ça c'est pour vous donner indication, pas question de le retenir. En tout cas pas pour le moment. Comme vos capacités de mémoire ne sont pas illimitées, je vous invite à les centrer, à les focaliser sur les noms de ces 2 molécules seulement pour le moment. Les autres, vous les retenez par catégorie, mécanisme d'action, mais pas par nom. Voilà. Alors, on est très intéressé, évidemment, pour les médicaments qui peuvent se donner une seule fois par jour. C'est déjà des patients qui oublient les événements à court terme. Donc, il est clair que s'il faut leur faire compter des gouttes toutes les 4 heures, on est mal parti. Alors, la pharmacodynamie. Les inhibiteurs des cholinestérase augmentent la quantité d'acétylcholine dans la synapse. Et elle est dépendante de l'activité acétylcholinestérase. Il faut bien sûr qu'il y ait des neurones présynaptiques, parce que inhiber la synthèse s'il n'y a plus de médiateur, inhiber la lyse du médiateur s'il n'y en a plus, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait un neurone présynaptique, qu'il y en ait encore. Ces médicaments ont été testés dans la démence légère et modérée. Le résultat le plus clairement établi par les essais thérapeutiques est un retard au déclin cognitif qui se manifeste à partir de 3 mois de traitement et devient significatif à 6 mois. Mais vraiment, vous savez, c'est un ralentissement, c'est ce qui est marqué en rouge, modeste de la dégradation des fonctions supérieures. Autant dire que l'on est très diminué face à cette maladie. On n'en connaît pas bien la physiopathologie, on a pu identifier une anomalie, on essaie d'agir au plan pharmacologique sur cette anomalie, mais bien sûr, il y a on traite le sommet de l'iceberg, celui qui dépasse la surface de l'eau, celui qu'on voit, et tout le reste, on ne sait pas comment ça marche, comment ça dysfonctionne, et a fortiori, on ne sait pas comment agir. Alors,
il y a peut-être un effet vasculaire des inhibiteurs de la cholinéstérase, mais bon, on peut passer. Alors, les effets indésirables. Alors, vous allez retrouver, parce que finalement, ce sont des médicaments qui ont un mécanisme d'action qui est très clair, vous allez retrouver des effets indésirables qui sont communs à tous ces médicaments, qui sont directement liés à l'activité cholinergique, donc parasympathique, périphérique. Ces médicaments dont la destinée est centrale, mais qui agissent aussi en périphérie. Et ce qu'ils vont déclencher en périphérie, ce sont des effets qui ne sont pas recherchés. Donc, vous reprenez les cours de physio, vous allez retrouver partout, vous augmentez la concentration d'acétylcholine dans les synapses, vous allez augmenter l'activité muscarinique. Donc, au plan digestif, les effets indésirables vont être des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, la diarrhée, ça accélère le transit. Au niveau cardiaque, cholinergique, réflexe vagal, ça freine et ça diminue la conduction, donc syncope, bradycardie. Donc il faut, avant la prescription, faire un ECG pour voir s'il n'y a pas d'anomalie préalable qui pourrait favoriser ces syncopes. Sur les bronches, le bronchospasme, donc attention aux asthmatiques. Au niveau de l'estomac, ça va augmenter la sécrétion acide, donc le risque c'est de l'ulcère gastro-duodénal. Au niveau du nez, ça va faire couler le nez. Et puis, globalement, un effet indésirable, cette fois qui n'est plus périphérique mais qui est central, c'est la confusion mentale. C'est un peu... confusion mentale avec des chutes. Alors, les effets spécifiques pour les deux principaux médicaments. Pour la tacrine, il y a une toxicité possible hépatique qui en limite l'usage. Le donazépile, lui, n'a pas cette toxicité hépatique, mais il peut, quand on le prend le soir, provoquer des cauchemars. Donc on cherche la dose minimale tolérée. Et ce médicament a une mauvaise tolérance digestive. Alors la galantamine, qui est un autre inhibiteur, se fixe sur l'acétylcholine. Il inhibe la fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques, donc ce n'est pas tout à fait le mécanisme d'action. Alors, j'ai exprès hypertrophié, parce que c'est l'état actuel des connaissances et des pratiques, les inhibiteurs des acétylcholinéstérases. Mais il y a des médicaments d'autres classes qui pointent leur nez. Et le principal d'entre eux, c'est la mémantine. Alors là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA. Récepteurs NMDA sont les récepteurs qui sont sensibles aux médiateurs acide glutamique, acide aspartique. Je vous en ai déjà parlé quand on a parlé de l'épilepsie. C'est ceux qui sont à l'origine de l'excitation et qui sont en balance par rapport au système GABA, du GABA qui, lui, est freinateur. Alors, c'est une molécule qui a été étudiée chez des patients qui présentaient une démence sévère. La posologie, on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous voyez, démence sévère, alors que les autres que je vous ai présentés ont plutôt été étudiés dans les démences moins graves.
Puis les principaux effets indésirables qu'on a rapportés, hallucination, confusion, bon, des pourcentages qui ne sont pas très élevés parmi les patients traités, mais bon, ça a été observé. Alors, ouais, conclusion des études cliniques. Le mot principal, c'est modest beneficial impact. Pas beaucoup d'effets. Vous n'êtes pas affolé par l'anglais quand même. Si? Vraiment? Bah, il faut corriger ça. Hein. Non, c'est un handicap. Hein. Il faut vous exposer à l'anglais. C'est bon. Je préfère le français, hein, mais. Alors, les recherches à venir doivent se centraliser sur les améliorations qui vont surtout porter sur les effets à long terme, sur la qualité de vie, pour éviter qu'ils soient institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils soient mis dans des longs séjours, et surtout que ça diminue la charge des personnes qui vont s'en occuper. Je vois que là, c'est franchement pas loin, hein. Pas loin, hein. On ne sait pas de très. Vous inquiétez pas, je résume. On ne sait pas des molécules que je vous ai présentées par laquelle il faut vraiment commencer. On ne sait pas. Il y a ici une petite critique sur les études qui ont été faites en disant qu'elles ne sont pas forcément neutres, puisqu'elles sont défendues par les firmes pharmaceutiques. Il y a des limites méthodologiques, donc ça limite un peu la confiance que l'on peut leur faire, la limite de leur validité. Voilà, ça c'est simplement des médicaments qui peuvent induire des démences. Enfin bon, ce n'est pas notre propos vraiment. Trouble hormonal substitutif de la ménopause, peut-être l'usage chronique des benzodiazépines. Et voilà. Ça n'a pas été trop long, hein? Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas très compliqué.